Bienvenue dans une semaine dans le monde. Avec nos invités, nous allons parler de la Libye, de la crise de la dette en Europe, de la présidente argentine, mais pour commencer, la Tunisie. Théâtre, il y a moins d'un an, d'un formidable mouvement d'émancipation politique, ce pays vient de connaître ses premières élections libres. Là où déposer un bulletin dans une urne a un sens. Là où, en principe, ce même bulletin individuel doit indiquer la direction de l'intérêt général. La formation islamiste Ennahda est arrivée la première avec 41% des suffrages exprimés. Selon les Tunisiens, c'est donc une formation ultra-conservatrice qui incarne désormais l'intérêt général, du moins jusqu'aux prochaines élections qui, cette fois, donneront au pays une assemblée de députés et un président. Le hic, car il y a toujours un hic, c'est que la Tunisie n'a pas forcément donné un blanc-seing à Ennahda pour rédiger une constitution islamiste et liberticide. D'ailleurs, le parti en question avance à pas feutrés, jurant ses grands dieux qu'il n'a pas de penchant autoritariste. À voir donc avec nos invités que je vous présente maintenant, Vincent Hugeux à ma droite qui est grand reporter à l'Express, Ziad Limam à ma gauche qui est directeur du mensuel Afrique Magazine, Anthony Bélanger à ma droite, qui est spécialiste des affaires internationales et présentateur de l'émission Le Blogueur sur Arte. Oui. Et enfin, Christian Mallard, qui est éditorialiste de politique internationale à France 3. Alors, messieurs, la question va vous paraître peut-être banale, mais au fond, est-ce que, commençons par la Tunisie, est-ce que l'islamisme est une sorte de maladie infantile, un passage obligé pour la démocratie en pays, en terre arabe? Anthony Bélanger. Ça montre déjà que ces régimes qui ont été battus ont menti pendant des dizaines d'années en expliquant à tous les Occidentaux, absolument ravis de l'entendre d'ailleurs, qu'ils avaient éradiqué l'islamisme chez eux. Il suffit d'élections libres pour se rendre compte qu'une partie de l'opinion en l'occurrence ici de la Tunisie, mais probablement d'autres pays arabes, eh bien, se reconnaît dans les valeurs de l'islamisme. Et d'ailleurs, c'est bien normal. Ces pays sont musulmans, donc islamistes par nature, et quand vous avez un courant conservateur qui se reconnaît à travers les valeurs de l'islam, mais qui par ailleurs participe à des élections démocratiques, eh bien ça représente 40% de la population. Les chrétiens démocrates en Allemagne peuvent représenter jusqu'à 40%, c'est aussi un parti conservateur qui se réfère à des valeurs chrétiennes. On voit la même chose en Italie, où la droite se réfère à des valeurs chrétiennes. J'essaie de donner... C'est la démocratie musulmane, comme Erdogan l'a dit en Turquie. Oui, d'une certaine façon, d'abord parce que Ennahda lui-même se réfère au modèle turc, qui est le bon modèle, on va dire, des islamistes au pouvoir en ce moment. Parce que c'est le parti, l'AKP en Turquie, qui a mené probablement le processus de démocratisation le plus avancé, le plus étonnant, le plus parfait qu'ait connu la Turquie ces 20 dernières années. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il faut attendre pour voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune raison d'en avoir peur. Ils n'ont pas 70% des députés. Ils en ont 40%. Ils sont obligés de composer et ensuite, ils participent au panorama démocratique du pays, ce qui est déjà une grande chose pour des islamistes. Vincent, est-ce qu'il faut se satisfaire de cette arithmétique qui dit finalement 40% seulement pour Ennahda et 60% pour le reste? On pourrait adopter le postulat selon lequel quasiment 60% des électeurs tunisiens ne veulent pas d'une république islamique ou d'un régime islamiste. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça, puisqu'on sait d'ores et déjà que parmi les partis qui arrivent derrière le parti dominant, certains ont déjà explicitement manifesté leur désir de pactiser avec celui-ci, donc également, eux, de faire des compromis. Toutes les concessions ne viendront pas des vainqueurs. Moi, ce qui me sidère un peu, je dois dire, c'est les cris d'orfraie entendus sur les deux rives de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on attendait d'autre? C'est-à-dire, aux yeux du Tunisien moyen, Ennahda incarne une alternative crédible par rapport à un régime corrompu, un régime perçu comme inféodé à l'Occident. Et on a là donc les victimes, pour reprendre l'image du chercheur Gilles Kepel, qui joue un peu le rôle du parti des fusillés dans la France de 44-45. C'est eux qui ont le plus morflé par rapport à l'appareil répressif et policier du système Ben Ali. C'est eux qui ont été les plus intransigeants dans leur refus de pactiser avec le dit régime. C'est eux qui ont passé des années en prison, qui ont connu la torture. Donc, presque mécaniquement,
on en vient à se tourner vers eux. Maintenant, vous diriez c'est comme le Parti communiste français au sortir de la guerre, le parti des fusillés? J'irai pas au-delà, évidemment, de cette analogie de Gilles Kepel. En revanche, ce qui me paraît effectivement essentiel, d'ailleurs, vous le formuliez, Gauthier, dans votre question, c'est est-ce que c'est une étape, si on faisait de l'historicité marxiste, on dirait une étape nécessaire, indispensable vers autre chose, ou est-ce que on a là une sorte d'état figé pour... Le problème il est toujours le même quand on a des partis d'essence islamistes qui parviennent au pouvoir, c'est est-ce que oui ou non on accepte de mettre en place les mécanismes de l'alternance, est-ce qu'on accepte la réversibilité? Voilà. Est-ce qu'il y a, Ziad l'imam, dans le vote des Tunisiens, à votre avis, plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la recherche, justement de l'ordre, c'est-à-dire après la Révolution, la volonté d'avoir un ordre politique, un ordre économique et éventuellement un ordre moral? Il y a je pense, une recherche d'identité dans des pays. Moi, je vais plus sur l'identité que sur le religieux, parce que le religieux faisant partie de l'identité arabo-musulmane, il y a une recherche fondamentale d'identité dans une société qui est très particulière et très différente des autres sociétés arabes. C'est pour ça quand même que ça n'allait pas autant de soi qu'Ennahda gagne avec plus de 40% des suffrages dans quasiment toutes les régions, y compris dans des villes côtières comme Sousse, comme Sfax, à Tunis, etc. Il y a quand même un phénomène qui mérite réflexion. Moi, mon analyse, c'est que la société est moderne, mais elle est perturbée sur le plan identitaire, elle est tunisienne, musulmane, l'Europe, l'Occident, tout ce truc-là, c'est pas très réglé. 2, il y a une crédibilité de résistant. 3, c'est un parti qui s'adresse aux classes populaires et aux classes moyennes sur un agenda anticorruption, très, très lutte des classes. C'est-à-dire ces élites qui nous ont gouvernés depuis 50 ans nous ont emmenés droit dans le mur, il n'y a pas de répartition, etc. Et 4, c'est les plus malins sur le plan politique, c'est ceux qui avaient un discours extrêmement clair alors que les autres ont passé leur temps à s'engueuler, à pas se mettre d'accord, à présenter 500 listes alors qu'ils auraient peut-être pu faire un effort pour pas perdre autant de voix dispersées. Ça, c'est clair. Ceci étant dit, la Tunisie est un pays moderne et qui le restera. Et donc, il y a une espèce de zone rouge qui va se jouer entre la volonté des islamistes qui sont peut-être modérés, mais qui ont un agenda social extrêmement clair. C'est pas non plus des gentils sociodémocrates à l'allemande. Non, mais ce sont des conservateurs, on est bien d'accord. Agenda uniquement social ou aussi culturel sur les pratiques de la vie quotidienne. Les déclarations de Ranouchi, après je laisse la parole à la question. Les déclarations de Ranouchi sont très claires. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a parlé du français comme une pollution. On est bien dans l'identité et dans la culture et dans l'éducation. Alors ils ont d'autres problèmes. Il y a le feu au lac sur le plan économique, donc ils sont obligés de faire un discours économique. Mais on voit bien où va se positionner le débat. Et moi, je pense que cette bataille qui se passe en Tunisie va être extrêmement importante pour tous les pays arabes parce que c'est en Tunisie que ça peut fonctionner une démocratie avec un pôle islamo-conservateur et un pôle, j'ose pas dire laïque parce que ça les met en transe, nos amis islamistes, mais sécularisé de centre-droit, centre-gauche, qui va se structurer et qui va rentrer dans un débat politique avec cette majorité, parce qu'elle y est la majorité, il ne faut pas se faire d'illusions, islamo-conservatrice. Christian Mallard, c'est à ce prix-là que la Tunisie reste moderne? Vous avez cette vision optimiste qu'a moi, personnellement, mais je ne détiens pas la vérité, mais la première question que je me pose, est-ce que le leader du Ennahda est vraiment sincère dans son discours? Moi j'ai des doutes. Je vais dire, il est islamiste, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut leur laisser leur chance. Il faut qu'ils fassent leurs preuves. Il y a eu une élection, elle a eu lieu démocratiquement, ils ont 40%, très bien. Simplement, moi, ce que je note, c'est quand on lui pose la question de savoir s'il est prêt à séparer la religion de la politique, il ne répond pas. Et moi, ça, pour moi, c'est une inquiétude. Je me dis, mais à ce moment-là, il peut y avoir un de ces jours, une dictature religieuse, la chape de plomb religieuse qui commence à prendre le dessus. Et à ce moment-là, la Tunisie pourrait très bien, je ne dis pas que ça arriverait, je ne le souhaite pas pour les Tunisiens, se retrouver dans une situation à l'algérienne d'il y a quelques années, en pleine guerre civile. Je n'exclus pas. Moi, j'ai dit, attention, le discours, et en plus, on en parlait avec Ziad tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui veut s'emparer du portefeuille de l'éducation. Et moi, quand ce sont les islamistes qui disent on va s'emparer de l'éducation, je me dis attention. C'est un peu la chose. S'il ne revendiquait pas ce Marocain-là, on se demanderait lequel il revendique. C'est-à-dire, c'est presque dans l'essence même de la tradition des frères musulmans. On va pas revenir au enseignement de Hassan al-Banna, mais c'est quand même un projet global de réislamisation et d'islamisation de la société par la base. Or, ça donc
ça commence dans la famille et à l'école. Donc moi, j'aurais été absolument étonné qu'il ne revendiquât pas ce portefeuille-là, précisément. Mais est-ce que c'est bon pour les Tunisiens? Anthony Bélanger. On va peut-être faire un petit peu la différence. Quand on parle d'islamisme, on parle un peu de tout le monde. On parle des pires, comme de l'AKP, par exemple. Tout ça sous le vocable islamisme. Bon. À partir du moment où un parti qui se réclame de l'islam participe à des élections, déjà, il a laissé de côté les plus radicaux des islamistes qui ne reconnaissent pas la démocratie. Et qui pensent qu'il n'y a pas de l'entrisme. Est-ce que, comme les trotskistes, il n'y a pas de l'entrisme au sein du mouvement islamique? C'est compliqué de faire de l'entrisme avec 40% des voix des RSOA, si vous voulez. On fait de l'entrisme avec 2% des voix, 1%, 0,4. Et à ce moment-là, on trouve d'autres stratégies pour essayer de participer, d'influencer. Mais quand on a 40% des voix, on ne fait pas de l'entrisme. On exerce le pouvoir. Maintenant, on verra comment il l'exerce. Mais certains d'entre eux peuvent faire de l'entrisme. Je vais venir à répondre à Christian Malard en disant une chose toute simple. Ce qui a beaucoup changé par rapport à la situation algérienne, c'est que des élections ont eu lieu, qu'elles ont été conduites à leur terme et que des gens ont été élus. Ennahdha a des notables à faire élire. Il en a fait élire un certain nombre. Maintenant, il a des Marocains exercés. Voilà un parti, au fond, de notables. Parce que c'est ça qui se passe. Et vous allez dire qu'il va se faire gagner par le pouvoir et par l'habit décent du pouvoir. Ils en sont déjà là. Une question que je pose à tout le monde. Je crois que si vous arrivez à m'expliquer ce soir, alors je serais ravi, très content, ce que c'est que les islamistes modérés. Parce que moi, islamisme et modération, pour moi, c'est antinomique. Je regrette infiniment. L'histoire nous a prouvé jusqu'à présent qu'on a pu être trompé par des soi-disant islamistes modérés. Ils se réclament de l'AKP de M. Erdogan. Moi, je demande à voir. Mais islamisme et modération, pour moi, ça ne va pas de pair. Je regrette infiniment. Je pense qu'il faut laisser aux Tunisiens un tout petit peu de crédit en ce moment. D'abord, il y a eu une élection qu'on a oubliée, mais qui est quand même une élection remarquable sur le plan de l'organisation, de comment elle s'est passée, etc. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a dans ce pays des forces qui vont faire en sorte que l'emprise islamiste, ou modérée, ou ce qu'on voudra, elle va s'équilibrer. Troisièmement, si on fait un peu de réel politique, il y a des forces tout court qui sont profondément anti-islamistes en Tunisie, et qui vont d'une manière ou d'une autre s'imposer. La structure technico-politique de l'appareil d'État est profondément anti-islamiste. Les militaires, on ne sait pas trop. Alors il y a des rumeurs qu'elles ont infiltré l'armée, mais moi je pense que l'armée, la police. La classe d'affaires, bon, bien sûr, on sait que les hommes d'affaires, ils vont toujours là où leur intérêt se porte, mais quand même, la Tunisie est une économie totalement extravertie, tourisme, services, etc. Comment on va faire pour lier tout ça? Donc, je pense que la période qui s'ouvre, c'est une espèce de période de négociation sur la possibilité de synthèse qui pourrait ouvrir. Il y a un rapport de force. Et je crois qu'on peut faire ce crédit précisément aux Tunisiens, ne serait-ce que par l'engagement qui a été leur dans les mois écoulés. Je ne vais pas dire qu'ils vont secréter mieux qu'ailleurs des anticorps, qu'il y a une immunité contre une dérive totalitaire. Mais je crois quand même qu'il y a suffisamment d'intelligence politique, y compris chez ceux qui ont pris une claque électorale d'ailleurs, pour entrer dans un rapport de force. C'est pas vraiment dans une reddition. Pardonnez-moi, je voudrais qu'on avance sur quelque chose de précis. C'est effectivement, et c'est vous qui m'y faites penser, qui m'y amenez, c'est ce qu'a déclaré en Libye cette fois le président du CNT, Mustafa Abdel Jalil. Alors, donc, la charia... Il n'y a pas le même pays. Il n'y a pas le même pays. Justement, on disait Ennahdha n'est pas la même chose. Ennahdha avance à pas feutrer ou pas, ou à un agenda social. Là, il y a déclaration, il y a la charia et la réintroduction de la polygamie. Mais Gauthier, là encore, moi je suis absolument atterré par les visages épouvantés que j'ai croisés quelques heures après cette déclaration. Écoutez, le 3 août, il y a quand même un certain nombre de semaines, il y a un texte qui a été adopté par le CNT, par cet exécutif provisoire libyen, qui est une sorte de pré-constitution. Bon, on en a d'ailleurs dévoilé la teneur dans sa traduction française sur le site de l'Express quelques jours après. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Très clairement que la charia, eh bien, c'est la source principale du droit dans la Libye de demain. Et d'ailleurs, ça a été adopté le 3 du mois de Ramadan de l'an 1432 de l'Hégire. Ça apparaît comme ça dans le texte. Et c'est Bismillah al-Rahman al-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux. Comment s'étonner aujourd'hui que Abdel Jalil nous explique que la charia sera, sinon la source exclusive, du moins la source principale du droit. Attendez, je vais vous poser une question. Aux Occidentaux que nous sommes, la charia, ce qui est vrai, c'est qu'on pense à la charia telle qu'elle est pratiquée en Arabie Saoudite ou en Iran. Alors, en Libye, c'est différent. Chaque pays ne ressemble pas, n'est pas la même. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Bon, je sais pas. Juste sur la Tunisie. Anthony Bélanger, deux choses. Ensuite, Abdel Jalil n'est rien. Il est président du CNT
un conseil national transitoire qui a vocation à disparaître. Bon. Et lui, vous le considérez comme une girouette, en quelque sorte. C'est pas ça que je dis simplement, voilà un homme qui est assez, je dis plutôt l'inverse, voilà un homme qui a assez peu de considération pour la démocratie pour estimer que, depuis son poste de président d'un conseil national transitoire, il est capable de dire ce que sera la loi libyenne d'ici 2, 3, 4, 5 mois, alors qu'aucune institution n'a été élue, aucune élection n'a été convoquée, aucun responsable n'a été nommé d'une manière plus ou moins démocratique. Mais bon. À part ça, oui. Et moi je pense qu'il a perdu une bonne occasion de se taire, mais bon, ça c'est une autre histoire. La charia, il faut quand même dire qu'elle est aujourd'hui la source de loi, de législation de beaucoup de pays avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations. C'est pas une justification d'ailleurs de cet entretien de bon commerce. C'est pas nouveau que la charia soit apparue en Pakistan. Par contre, on aurait pu dire que la polygamie c'était quand même un petit peu excessif et totalement en fonction de son électorat. Je voudrais juste revenir sur un cas pratique. Si vous regardez le débat aujourd'hui en Tunisie, il se pose, est-ce qu'on rentre dans l'alliance et la coalition ou est-ce qu'on crée une opposition fortement anti-islamiste il y a un débat qui fait rage parce que c'est fluctuant. C'est une vraie question. Voilà une question démocratique dans un monde post-Ben Ali et pré-islamiste. Est-ce qu'il faut privilégier la raison et la gouvernabilité, ou est-ce qu'il faut que dès aujourd'hui des forces centristes, libérales, laïques, séculières disent nous, on ne collabore pas avec ce régime. Autant je pense et on ne votera pas la Constitution. Je suis d'accord avec Ziad. Je suis d'accord avec Ziad. Autant aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande inconnue encore en Libye. Il faut encore attendre un petit peu. Mais ce qui est peut-être plus rassurant en Tunisie, c'est que s'il venait y avoir une dérive islamiste, dictatoriale, c'est que je pense qu'il y a quand même un rempart. Je pense qu'il y a quand même un pays où la femme, je le rappelle, elle a un poids. Elle est la plus émancipée du monde arabo-musulman depuis 1956, il y a les jeunes aussi, et je crois que beaucoup ont quand même considéré, pour certains, peut-être pas tous, qu'on leur avait un peu confisqué leur victoire, parce que c'est vrai qu'Ennahda est arrivé, il a tiré les marrons du feu, il n'a pas été un moteur dans cette révolution. On va expliquer alors que 42 des 49 femmes qui ont été élues dans cette assemblée constituante tunisienne l'ont été sur des listes d'Ennahda. Ça veut dire simplement que les autres partis n'ont pas fait en sorte de porter des femmes candidates dans des positions éligibles. C'est un peu troublant. Alors la réponse à cette question, nous l'aurons juste après une petite pause, juste après un flash. C'est tout de suite, c'est dans, 1 minute 30.